Mesdames, Messieurs et chers amis, nous venons de vivre 3 journées intenses de réflexion d'une exceptionnelle densité sur le vaste thème des rencontres culturelles méditerranéennes. Il me revient, en conclusion à ces échanges très nourris, de vous livrer quelques convictions. Et tout d'abord, permettez-moi, en votre nom à toutes et à tous, d'exprimer, de présenter notre très vive gratitude à la ville de Saint-Tropez et à son député-maire, M. Jean-Michel Couve, qui s'est entouré d'une équipe aussi sympathique que dynamique pour organiser cette magnifique rencontre. Et j'ajouterai à titre personnel qu'exceptionnellement, Monsieur le député-maire, vous avez envisagé et réussi une étroite collaboration avec un dicaster romain, ce qui était une première absolue, pour organiser cette 6e édition des Mystères du XXIe siècle. Et nous nous sommes entendus sur un sujet d'une immense importance, dirais-je, pour le présent et pour l'avenir, non seulement des villes riveraines de la Méditerranée, mais pour la France, l'Europe et l'ensemble du monde méditerranéen. Et c'est pourquoi j'ai accueilli avec plaisir votre invitation à participer à ces journées d'études. La Méditerranée a été fort brillamment évoquée dans ses composantes les plus saillantes par d'éminents spécialistes, chercheurs, philosophes, ambassadeurs, politologues, journalistes, maîtres de conférences, que je salue aussi avec reconnaissance. Et nous nous sommes trouvés ainsi, je crois, engagés tous à poursuivre dans l'esprit de ces travaux, et chacun dans des milieux souvent très différents qui sont les nôtres. La réflexion sur notre avenir commun méditerranéen se doit de porter, cela a été souligné sans cesse, de porter un regard englobant sur les rives sud autant que sur celles de l'Est de l'Europe. En un mot, le Mare Nostrum, dans sa totalité, doit trouver sa juste place dans ou avec l'Europe que nous voulons construire, pacifique, prospère et accueillante pour les générations à venir. Au portique du triptyque de nos travaux, nous avions inscrit 3 grandes questions. Tout d'abord, les indispensables éléments de connaissance avant la question centrale. Les cultures de la Méditerranée font-elles une culture méditerranéenne? Et enfin, la Méditerranée d'aujourd'hui et ses perspectives pour demain font-elles cette Méditerranée qui est parcourue par les fractures nord-sud avec ses facteurs de risque, ses problèmes de sécurité, stratégie, partenariat, nous en parlons voici un instant encore, quel avenir pour la Méditerranée? Les considérations d'ouverture sur les grands déterminants méditerranéens étaient extrêmement importants, les regards convergents des sciences de la nature, la géographie physique, la climatologie, l'étude de la faune, de la flore, la paléontologie, doublés de l'expertise sur un environnement, hélas, fragilisé par l'irresponsabilité de trop de nos contemporains, l'inquiétante pollution qui met en péril l'équilibre de la Grande Bleue, son exceptionnel patrimoine. Le plan bleu nous donne cependant d'espérer dans un réveil des consciences et un progrès réel dans les années futures pour un développement réellement durable, soucieux de la qualité de vie des générations à venir. Après cette ample introduction, nous sommes entrés dans le monde culturel de la Méditerranée. Parler du monde culturel implique naturellement de donner une réponse au moins satisfaisante à la question fondamentale « qu'est-ce que la culture ?» Une question à laquelle, comme vous le savez, l'UNESCO a recensé plus de 500 définitions. Je n'en ajouterai pas pour votre perplexité une 501e. Rassurez-vous. J'aimerais tout simplement, comme témoin, faire référence à un grand moment que j'ai vécu il y a 25 ans déjà, c'était le 2 juin 1980, quand après avoir reçu le pape Jean-Paul II à l'Institut catholique de Paris dont j'étais recteur, je l'accompagnais à l'UNESCO où il prononçait l'un de ses discours que l'histoire a déjà retenu comme les plus significatifs de son pontificat. Et je garde le souvenir ému de ce jeune pape philosophe
cardinal polonais devenu le chef visible de l'Église catholique, qui s'adressait à un parterre exceptionnel de femmes, d'hommes de toute culture en provenance de tous les horizons du vaste monde, horizons géographiques et politiques bien sûr, mais aussi culturels et spirituels. Et il donnait ce témoignage extrêmement fort. Je suis fils d'une nation qui a vécu les plus grandes expériences de l'histoire, que ses voisins ont condamné à mort à plusieurs reprises, mais qui a survécu, qui est restée elle-même. Elle a conservé son identité, non en s'appuyant sur les ressources de la force physique, mais uniquement en s'appuyant sur sa culture. Et de souligner avec force le lien intrinsèque de la culture à l'homme personnel et à la nation. Et comme tel, de souligner, et cela est revenu dans nos débats, l'importance du rôle éducatif dans la communication des valeurs, dans la transmission d'un patrimoine matériel et immatériel, selon les nouvelles catégories des organismes internationaux, et de création d'un bien-vivre qui fonde l'avenir d'un pays. Toute nation trouve son fondement dans une histoire, et ce n'est que par la mémoire de cette histoire assumée par tous, avec ses grandeurs et ses erreurs, que se constitue l'âme d'une nation que j'appelle la culture. Et en ce sens, nous pouvons dire qu'Israël, le christianisme, l'islam, chacun avec son apport créatif, structurel, moral et culturel, appartient à l'histoire de toutes les nations du bassin méditerranéen, une histoire vécue, nous ne pouvons l'oublier, avec des séquences souvent iréniques et parfois conflictuelles au sein de la triple postérité d'Abraham, le père commun des croyants méditerranéens. C'est ma conviction, il n'y a de culture que de l'homme, par l'homme et pour l'homme. Et sur le terrain de la condition humaine, sa capacité à créer, à susciter le beau et la joie dans notre société quelque peu dépressive, son aptitude à transformer le monde à travers une technique aux inventions tout à fait extraordinaires, sa capacité à s'ouvrir sur la transcendance, sa conscience non seulement des intérêts, mais aussi des valeurs fondamentales, en particulier ces 4 pilastres que le pape Jean XXIII, premier pape dont j'ai été le jeune collaborateur, énonçait comme les 4 piliers de la paix, la justice, la vérité, l'amour et la liberté, que le dialogue entre les cultures, les peuples et les nations peut créer les bases d'un monde pleinement humain. N'est-ce pas déjà la Méditerranée de Socrate qui s'intéresse sur l'homme? L'homme, nous disons aujourd'hui, tout l'homme et tous les hommes. C'était le thème, ce fut le second pape dont j'ai été le collaborateur, le pape Paul VI, qui en 1967 me demandait, c'était ma première conférence de presse, de présenter son encyclique sur le développement des peuples, faire connaître et avoir plus pour être plus, telle est l'aspiration des hommes d'aujourd'hui, alors qu'un grand nombre d'entre eux sont condamnés à vivre dans des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime. Et donc, en poursuivant sur la culture, je dirais que c'est par quoi l'homme en tant qu'homme devient davantage homme, est davantage, accède davantage à l'être dans toutes les dimensions de son existence, l'homme qui est toujours le fait premier, primordial, fondamental de la culture, dans sa totalité, subjectivité spirituelle, objectivité matérielle, qui s'épanouit dans chacune des nations méditerranéennes. Qu'en est-il donc, oui, pour ces nations? C'était hier au cœur de notre interrogation fondamentale. Les cultures de la Méditerranée font-elles une culture méditerranéenne? Les religions, les civilisations, creuses et rayonnants, arts et techniques, sciences et culture. Le périmètre de la Méditerranée constitue une aire géographique délimitée. Et la diversité culturelle de cette mer intérieure ne peut pas ne pas nous surprendre. D'où l'interrogation au cœur de nos réflexions, qu'y a-t-il de commun entre l'Espagne et la Syrie, la Tunisie et la Slovénie? La Méditerranée les unit-elle ou les sépare-t-elle? Pouvons-nous parler réellement d'un espace culturel méditerranéen? Nous l'avons dit, un regard même rapide sur notre histoire plus que millénaire nous aide à mieux comprendre la situation actuelle pour mieux vivre ensemble notre avenir commun.
d'une Méditerranée en perpétuelle mutation, en perpétuel devenir, la Méditerranée toujours recommencée, la Méditerranée des peintres et des voyageurs, tout à la fois enflammée et paisible, comme il a été dit, ténébreuse et colorée, comme le sont ces peuples migrateurs et ces paysages enchanteurs, berceau des religions et des civilisations, carrefour entre peur et espoir culturel et champ clos de confrontation. Le Mare Nostrum des Romains est peut-être parmi toutes les mers intérieures du globe celle qui unit la plus grande variété des peuples. Arabes et berbères, grecs et romains, celtes et francs, ibères et saxons, germains et slaves, phéniciens et turcs sont venus s'implanter sur ces rivages qui bordent à la fois 3 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Le milieu naturel, le climat, les conditions de vie, les rapports, les échanges, loin de nuire à la diversité des races, des cultures et des religions, les a comme protégés d'une certaine manière, me semble-t-il, nous pouvons le dire, unifiés dans une même civilisation. Car il est une remarquable continuité historique entre la Méditerranée antique et celle d'aujourd'hui. Les grandes civilisations, certes du passé, ont disparu, mais nous ont laissé un héritage qui fait toujours partie de notre vie quotidienne. Par l'écriture et le calendrier, la conception de l'État, les diverses organisations politiques et administratives, nous sommes toujours, même si nous n'en avons pas toujours une vive conscience, les héritiers de l'Égypte ancienne, de Babylone, des Grecs et des Romains. Mais peut-être que si la Méditerranée constitue un espace unique, c'est aussi parce qu'elle est le berceau de religions universelles. Sentiment religieux au cœur de la culture, de l'homo religiosus, comme je l'appelle après Mircea Eliade, germe à la fois d'unité et d'humanité. Le sentiment religieux a eu une influence décisive sur le futur de la Méditerranée quand il s'est libéré du panthéisme primitif, du divin impersonnel, pour s'ouvrir à la divinité personnelle à travers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu personnel qui, dès les premiers chapitres du premier livre de la Bible, parle aux hommes. Et c'est pourquoi j'ai voulu, dans mon petit conseil sur les religions, donner le titre de postérité d'Abraham au chapitre qui présente cette triple descendance juive, chrétienne et musulmane. Et il est intéressant de noter comment, en partant de la religion d'Israël, parce que toutes les religions comme les cultures ont une histoire, le Dieu jaloux, exclusif et national des Hébreux a été perçu progressivement comme le Dieu unique de tous les hommes, ouvrant ainsi aux croyants et à leur culture les horizons de l'universalité. Et l'islam, à son tour, bien que différemment du christianisme, assume cette prétention à l'universel. Aussi, sur les rivages ensoleillés de la Méditerranée, 2 millénaires ont vu se développer les civilisations marquantes qui ont rayonné leur culture et qui continuent de le faire dans le vaste monde. Mais cette mer à vocation universelle, nous en prenons une conscience plus vive, est marquée par de multiples fractures. Après la séparation entre Israël et l'Église naissante, la première et la plus ancienne et si dommageable, qui perdure toujours entre l'Orient et l'Occident, à la chute de l'Empire romain d'Occident. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les gestes se multiplient pour essayer, par-delà ces fractures millénaires, de retrouver cette unité disparue. Et nous savons tous toutes les autres fractures apparues au cours de l'histoire méditerranéenne, notamment depuis la naissance de l'islam et l'expansion du monde musulman. Après des siècles de heurts et de guerres, l'Europe a vécu pendant une longue période en feignant d'ignorer les rives du sud de la Méditerranée, en se privant ainsi d'une partie importante de sa culture méditerranéenne. Et le paysage géopolitique remanié au siècle dernier, et comment, n'a pas réussi à créer une zone durable de paix et de convivance, qu'il suffise, notre ami Antoine est parti, d'évoquer le Liban, cette nation qui, plus qu'un pays, est une culture devenue le triste symbole d'affrontements fratricides. Aujourd'hui, le bassin méditerranéen
est en proie à de graves tensions et à des menaces inquiétantes. Nous avons parlé beaucoup sécurité ce matin et cet après-midi en parlant du terrorisme. Cette situation, en effet, et les nombreuses zones d'ombre, voire de nuit obscure, toujours pour certains peuples, ne pouvaient être ignorées au cours de notre rencontre en ce grand et hyperactif creuset culturel, zone géopolitique majeure d'influence pour les grandes puissances, lieu d'échanges économiques et de tensions politiques, lien inextricable de coexistence, dans des conflits sans cesse renaissants, sans cesse renouvelés, une coexistence toujours recherchée et jamais totalement apaisée. Mais les changements rapides que nous vivons à un rythme accéléré nourrissent des craintes, mais grâce à Dieu, et c'est sur quoi je voudrais insister, nous laissent entrevoir de nouvelles espérances. De nouvelles dynamiques poussent vers un rapprochement des deux rives de la Méditerranée. Il ne s'agit plus, grâce à Dieu, d'invasion militaire, mais de ce que j'appellerais une onde d'humanité. Un visage qui se transforme et qui offre de grandes possibilités en matière de dialogue interculturel et non seulement un dangereux potentiel de déstabilisation. Et je crois que c'est l'un des défis majeurs pour nous tous, au commencement du 3e millénaire, qui nous contraint peut-être à inventer avec audace et sagesse tout à la fois, d'inventer et de créer des conditions nouvelles de convivialité, où puisque nous sommes en France, j'oserais dire que la devise républicaine qui est fièrement inscrite au fronton de nos édifices publics ne soit pas un vain mot, mais une réalité vivante de promesses. Le philosophe Henri Bergson, voici un siècle déjà, le disait avec sa pénétration coutumière: telle est la démocratie, nous avons beaucoup parlé de démocratie, telle est la démocratie théorique, elle proclame la liberté, elle réclame l'égalité et elle réconcilie ses deux sœurs ennemies en leur rappelant qu'elles sont sœurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité. Si jusqu'à présent, une très petite minorité chrétienne survit dans les pays arabes, devenus presque exclusivement musulmans, nous assistons à l'inverse au cœur de l'Europe, majoritairement au moins culturellement chrétienne, à la poussée d'importantes minorités musulmanes qui se développent rapidement et s'affirment comme telles dans leur identité propre. Aux tensions sociales et culturelles que ce phénomène massif entraîne s'ajoutent d'autres graves tensions qui sont perçues et présentées, parfois et bien à tort, comme un conflit de civilisation et, plus grave encore, un conflit de religion, si bien que nombre de nos contemporains attribuent à tort l'origine de ces tensions au dogmatisme des religions monothéistes. Le pape Benoît XVI y faisait référence en recevant les délégués des autres églises et religions au début de son pontificat. La paix est un devoir pour lequel tous les peuples doivent s'engager, en particulier tous ceux qui se réclament de traditions religieuses. Nos efforts pour nous rencontrer et promouvoir le dialogue constituent une précieuse contribution pour construire la paix sur de solides fondements au début du nouveau millénaire. Et c'est pourquoi il est impératif de s'engager dans un dialogue authentique et sincère, construit sur le respect de la dignité de chaque personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ajoutons aussi que d'une autre manière, le phénomène croissant du sécularisme sur la rive nord de la Méditerranée contribue sans nul doute à provoquer de profonds changements sociaux et alimenter de nouvelles tensions. La marginalisation des religions, en effet, dans la vie publique, l'implosion du modèle traditionnel de la famille, fondement millénaire du modèle de vie méditerranéen, l'omniprésence de la technologie dans la vie privée sont en train de provoquer, à une vitesse sidérante,
ce que certains pensent être un nouveau modèle de société et de culture qui pourrait faire disparaître les modèles millénaires de culture méditerranéenne. Ce sont là de graves questions pour nourrir notre réflexion. Les nouvelles migrations en cours d'une part et le sécularisme galopant d'autre part vont-ils contribuer à un rapprochement des deux rives de la Méditerranée ou seront-ils un facteur aggravant de tension et de division? Voilà la question que je voudrais vous laisser en terminant, en réaffirmant une conviction, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, un nouveau projet de convivence entre les cultures, capable d'absorber les tensions qui poussent dans des directions opposées, est non seulement nécessaire, mais aussi possible. Et que la clé de ce projet se trouve dans la synthèse entre l'identité particulière et l'ouverture à l'universel, qui me paraît être la caractéristique essentielle de cette civilisation européenne millénaire qui a son berceau antique dans la Méditerranée et que j'aimerais synthétiser de la manière suivante: cette prodigieuse synthèse entre des éléments en contraste apparent, la rencontre de l'individu et de la société grâce au concept de personne, la rencontre de l'identité nationale et de l'universalité grâce au concept de communion, et la rencontre de la liberté et de l'égalité sociale grâce à la vision de l'homme et de sa destinée. C'est donc ce qui se présente à nos yeux devant un scénario profondément renouvelé au cours des dernières décennies et en cours perpétuel de renouvellement, ce qui est dire l'actualité et l'importance de notre responsabilité à tous, que nous soyons responsables politiques, philosophes, journalistes, écrivains, religieux, hommes de culture, citoyens, tous riches d'un même patrimoine hérité de la Méditerranée, tous détenteurs d'une vision commune que j'ai évoquée à l'instant sur tout le pourtour de la Méditerranée. Il nous appartient d'œuvrer pour que ces rives du Mare Nostrum soient des lieux d'une vraie convivence féconde entre les peuples et les cultures, une patrie commune qui nous habite tous. Merci de votre attention. On dit que le silence qui suit un concerto de Mozart est lui aussi de Mozart. Autant vous dire que j'ai quelques scrupules à prendre la parole. Merci, très chère Éminence. Mais enfin, voilà, il me revient le privilège et puis un brin de tristesse quand même de mettre un terme à ces 3 journées qui, je vous l'assure, resteront marquées dans la mémoire des Tropéziens. Éminence, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, monsieur le Président, mesdames et messieurs, mes chers amis, je désirais que Saint-Tropez, avec tout ce que sa notoriété emporte, apporte sa contribution à un dialogue méditerranéen, compte tenu de son passé, de son histoire, et ce faisant que Saint-Tropez honore et pérennise, durabilise justement sa racine maritime. Je n'espérais pas pour cette première expérience une telle réussite, parce que dans tous les cas, pour nous, je peux vous le dire, c'est une très grande satisfaction et une très grande réussite en termes d'échanges, de contacts, de connaissances et d'informations. Il faut dire que nous avons eu la très grande chance, et moi tout particulièrement, grâce à Maître Musumeci, d'avoir un contact donc avec le cardinal Paul Poupart, qui par l'intermédiaire du secrétaire général, le père Ardura, a porté une attention, je dirais, assidue, puisque maintenant, chère Éminence, depuis 2 ans et demi, 3 ans, à notre projet. Et il est vrai que votre soutien, cette attention, ont été tout à fait déterminants, je le pense, dans le succès de nos rencontres. Et puis, j'ai eu une autre chance, c'est de revoir
le contre-amiral Jean-François Coustillère et la chance que les 36 années de service dans les forces armées se terminent juste avant nos rencontres, ce qui lui a permis de venir nous aider. Mais quand je dis aider, c'est plus que ça, puisque c'est à lui que nous devons en très grande part l'organisation de ces tables rondes. Mon cher amiral, cher ami, mille merci. Et puis, il faut dire aussi que nous avons eu la chance que M. Aronaki, directeur de à l'Institut du monde arabe, veuille bien participer à ces rencontres. Et puis, nous avons vu arriver ainsi des intervenants de grande renommée que nous voyions en général dans les étranges lucarnes depuis longtemps, mais que nous n'avions pas eu la chance de côtoyer. Et vous savez que l'esprit général, le sens de nos rencontres à Saint-Tropez, c'est justement au-delà de l'échange qui se déroule sur scène entre ceux qui savent, ce qui est toujours fort intéressant, c'est aussi le contact avec le public et les questions-réponses entre ceux qui sont censés ne pas savoir et ceux qui leur apportent l'information. Et je crois que sur ce plan-là aussi, c'est une réussite. Je voudrais donc vous remercier toutes et tous qui avez participé durant ces 3 jours. J'espère que votre séjour a été agréable en même temps que fructueux. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à l'année prochaine, dans le cadre des mystères du XXIe siècle, sur un autre thème, et c'est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. On en parlera avec les membres de notre comité scientifique dès le début de l'année à Paris pour choisir ce thème-là. Mais au-delà des rencontres des mystères de décembre 2006, j'ai reçu de la part d'un certain nombre d'intervenants quelques avis, quelques remarques et quelques idées concernant la répétition l'an prochain et les années qui viennent de rencontres à Saint-Tropez sur le thème de la Méditerranée. Et je dois vous dire que nous y pensons beaucoup et je me permets donc dès maintenant, sous réserve non pas d'inventaire mais d'une confirmation que nous vous apporterions dans les mois qui viennent, je vous donne aussi rendez-vous pour les 2e rencontres méditerranéennes à Saint-Tropez. Mesdames et messieurs, merci et bonne soirée et à bientôt.